Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct de la maison de la radio pour un grand bien vous fasse qui accompagne votre quotidien en voie de déconfinement. Nous vous racontons quelques histoires étonnantes du Covid-19 avec la collaboration de l'Obs, histoire d'amour, de deuil et de solidarité. Nous vous relaterons l'histoire de personnages qui ne sont pas des héros mais des gens ordinaires dont la vie a basculé à cause d'une pandémie. Et vous, quelles sont vos histoires étonnantes du Covid-19 ? Le standard vous est ouvert, sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse, tous ensemble à la maison, encore quelques jours. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébi. Bonjour Doane Buis. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Obs, prix Albert Londres en 2013, et vous avez coordonné avec David Lebailly le dossier de l'Obs paru ce matin, intitulé Covid Stories. Vous racontez des histoires étonnantes liées à cette pandémie. Nous avons employé les qualificatifs suivants à propos de ce confinement: fou, incroyable, dément, irréel, avec cette impression tous les matins de vivre dans un roman de science-fiction. Et vous écrivez, Doane Buis, que nous avons été Alice au pays du Covid. Oui, parce que dans les livres qui me semblent, enfin en tout cas qui nous aident, je trouve qu'il y a Alice au pays des merveilles. Quand Alice, elle va de l'autre côté du miroir, elle arrive dans un monde où il faut courir pour rester sur place. Et on trouvait que c'était vraiment une allégorie du confinement formidable, courir pour rester sur place. Puis c'est un monde étrange où tout est étrange finalement, où tout ressemble à notre monde d'aujourd'hui, mais où tout est inversé, où les fleurs parlent, où les pièces du jeu d'échecs nous parlent aussi, nous tyrannisent. Et c'est cette réalité que nous avons tous vécue, une réalité inversée où tout a basculé. C'est ça qu'on a eu envie de raconter. D'ailleurs, à un moment, il y a une pièce du jeu d'échecs qui dit à Alice, il y a la reine qui dit au roi, il faudra se rappeler de la tragédie de 7 minutes. Et lui dit, je veux m'en rappeler. Elle lui dit, mais il faut pour s'en rappeler, il faudra noter. Et je pense que faire ce dossier, c'était une façon de nous faire le greffier de ces histoires, de personnes comme vous et moi, de personnes ordinaires comme vous et moi, qui ont vécu des choses extraordinaires. Bonjour Cécile Guéret, bienvenue. Bonjour. Vous êtes thérapeute à Tours, vous avez écrit « Aimer, c'est prendre le risque de la surprise » sur cette réalité inversée qu'évoque Doane Buis. Oui, je suis entièrement d'accord, et c'est vrai que d'ailleurs on est nombreux à avoir l'impression en ce moment de vivre un peu dans un film d'anticipation, dans un peu d'être comme dans les séries ou comme dans les films qu'on voit, c'est-à-dire avec l'idée que on à la fois dans une perte de repères, avec la réorganisation d'un quotidien même le plus basique. Qui aurait cru qu'avant il fallait une attestation par exemple pour aller faire ses courses? Ça paraît complètement dingue quand on y pense. Donc il y a à la fois ce côté inédit, exceptionnel, et en même temps il y a aussi le retour au très familier, nous sommes beaucoup à être claquemurés chez nous, avec nos très proches, dans donc notre univers le plus familier. Et en fait ça me fait un peu penser à ce que Freud écrit quand il parle d'inquiétante étrangeté. C'est vraiment ce malaise né entre ce qui semble à la fois familier et étrange, c'est-à-dire qu'on reconnaît et en même temps il y a quelque chose qu'on reconnaît pas, et c'est ça. D'ailleurs c'est l'essence du cinéma fantastique. C'est vraiment ce mélange très étrange entre ce que on reconnaît du familier et ce qui est étrange, ce qui fait bizarre. Et l'ordinaire s'est donc fait extraordinaire, et ça peut être perturbant, Cécile Guéret. Ça peut être extrêmement perturbant, oui, tout à fait, parce que c'est comme si tout à coup l'ordre de nos certitudes était complètement renversé, comme si le monde était un peu sans dessus dessous. Or, bien sûr, on a besoin de certitudes, parce que nos certitudes, elles nous rassurent, elles donnent de l'ordre au monde, elles nous permettent de savoir qui nous sommes et dans quel monde on se situe. Ça régit aussi beaucoup les relations aux autres, dans ce que ça peut avoir de meilleur, parce que c'est ce qu'on connaît de l'autre et ce sur quoi on peut s'appuyer, et puis aussi dans ce qu'il y a de moins bien, avec tous les stéréotypes, les certitudes qu'on peut avoir sur les autres. Et tout à coup, toutes ces certitudes, elles sont complètement bouleversées, et ça nous demande de trouver de nouveaux repères, de nouveaux appuis, en fait, de nouveaux étayages. Et peut-être ce qu'il y a de joli aussi dans ce qu'on vit en ce moment, c'est que ça peut aussi nous permettre de faire une place à l'inattendu. Et l'inattendu, alors il peut y avoir une part un petit peu angoissante, mais c'est aussi se placer dans le mouvement de la vie, dans le contact avec le monde, et dans tout ce qu'il y a finalement de beau, dans cet imprévisible qui nous donne, qui est très vivant en fait. Ça donne de l'air, ça donne de la vie. Doane Buis, les personnages dont vous racontez les histoires dans l'Obs ne sont pas des héros, ce sont des gens ordinaires dont la vie a basculé à cause du coronavirus.
Toutes ces histoires ont été d'immenses révélateurs. Oui, elles ont été des révélateurs du monde tel qu'il est, en fait, avec ses failles, avec ses inégalités, et avec aussi parfois, par exemple, mon collègue David de Bailly allé sur les Champs-Élysées, et c'est vrai que sur les Champs-Élysées déserts, évidemment, ce personnage de SDF, prince, à la fois prince et SDF, on ne voyait plus que lui dans les Champs-Élysées désertés. En fait, tout ce qu'on ne veut pas voir, on l'a vu encore plus pendant cette période assez exceptionnelle. Et à la fois aussi cette solidarité, puisque pour citer Camus, on pourrait dire qu'il y a toujours chez l'homme plus à admirer qu'à déplorer, et ça j'en suis persuadée. Et ces élans de solidarité qu'on a vus un petit peu partout, on les a aussi plus vus pendant cette période exceptionnelle, qui était en même temps, comme l'a dit Cécile Guéret, dans cet environnement très familier, cet environnement de tous les jours de notre environnement, qui tout d'un coup devenait étrange. Alors tous les soirs, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, annonce le nombre de morts du Covid-19. Derrière les chiffres, des hommes et des femmes, des noms, des visages. Et j'aimerais, Dohanby, que l'on commence avec l'histoire de Thérèse et Alexis Huette, unis pendant presque 58 ans. Le couple a été transféré un samedi à l'hôpital de Sablé-sur-Sarthe et ils se sont éteints le mercredi 1er avril, emportés par le Covid-19, à 1 heure d'intervalle. Ouais, cette histoire nous a beaucoup émus. On l'avait repéré dans Ouest France et on a eu envie d'en savoir plus. En fait, on a eu envie de parler à la famille et c'est ce qu'on a fait. Et donc j'ai pris contact avec le fils de la famille. En fait, voilà, j'ai découvert une famille avec beaucoup d'amour où il y avait eu. En fait, bien sûr, je raconte leur mort qui paraît terrible à 1 heure d'intervalle et avec voilà tout cet imaginaire qui se déclenche quand on pense à ce couple qui a été marié près de 60 ans et qui n'a été séparé que 60 minutes dans la mort. Mais en fait, ce que on a voulu raconter, c'était surtout une histoire de vie. C'était une histoire de transmission. C'était de raconter comment ce couple a transmis qui est agriculteur depuis des siècles et des siècles, ont transmis la ferme à leur fils aîné, qui lui-même l'a transmis à ses enfants. Et Anaïs, avec qui on va parler, vient d'avoir un bébé. Donc on était à la 4e génération des Huettes. Et c'est vrai que d'imaginer Thérèse à l'hôpital demandant des nouvelles de son arrière-petit-fils, en fait, c'est des gens qui ont toujours été dans la vie et qui étaient en très bonne santé, d'autant que à Sablé-sur-Sarthe, où je me suis rendue, ce qui était leur mort a causé un grand choc puisque la ville a été relativement épargnée par rapport à d'autres endroits en France. Donc il y a aussi évidemment toutes les questions sur comment on peut, sur tout ce côté incompréhensible qu'il y a toujours avec la maladie, avec un virus et une pandémie telle qu'on peut la vivre en ce moment. Bonjour Anaïs Huette, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la petite fille de ce couple uni jusqu'à la mort, Thérèse qui avait 84 ans et Alexis, votre grand-père, 82 ans. Remontons peut-être le fil de leur histoire. Ils étaient agriculteurs à la Cropte en Mayenne. Comment s'étaient-ils rencontrés, Anaïs ? Ils se sont rencontrés quand mon grand-père est rentré de son service militaire de la guerre d'Algérie. Ils avaient entendu parler l'un de l'autre, puisqu'ils n'habitaient pas du tout dans les mêmes communes. Et du coup, ils ont décidé de s'écrire. Donc ils se sont écrits. Je ne sais pas honnêtement combien de lettres. On n'a pas retrouvé les lettres. C'est ma grand-mère qui m'a raconté. Et puis au fur et à mesure des lettres, ils ont décidé ensuite de se rencontrer, d'en parler à leurs parents. Et donc ils se sont rencontrés. A priori, ils se sont plus. Et c'est comme ça que leur histoire a commencé. Alors ils étaient mariés depuis 58 ans, sans quasiment jamais se quitter. Que retenez-vous de vos grands-parents ? Je retiens beaucoup d'union. C'est vrai qu'ils ont tout fait tous les deux, tout le temps. Je retiens aussi un peu d'originalité et d'audace.
voilà, sur des choses qui aujourd'hui peuvent nous paraître faciles, mais par exemple quand ils se sont installés tous les deux en tant qu'agriculteurs, il y a des choses qui nous ont marqués. Ils ont décidé de s'installer qu'en céréales et puis avec un bureau pour faire leur comptabilité eux-mêmes. À l'époque, ça défrayait un peu la chronique. Ma grand-mère a décidé de s'installer aussi sans bonne, mais avec une cocotte minute à la place, parce qu'elle a décidé qu'elle pouvait faire à manger en même temps que travailler. Et donc, c'est ça que je retiens de mes grands-parents. Beaucoup d'audace et en même temps toujours tous les deux. Et ils sont tombés malades du Covid-19 en même temps? Oui, ils ont eu les symptômes en même temps, un peu de fièvre et puis rapidement la toux qui est arrivée après. Alors vous n'avez pas pu vous rendre à l'hôpital, hein, évidemment. Seule votre grand-mère avait la force de vous parler au téléphone. À l'hôpital, vous déposez des photos aux infirmières et l'infirmière en tapisse la chambre de votre grand-mère. Votre grand-père est inconscient dans sa chambre. Quelques mètres séparent leur chambre. Oui, tout à fait. On a réussi à faire en sorte, enfin c'est l'hôpital de Sablé qui a réussi à faire en sorte qu'ils soient mis côte à côte pour que ma grand-mère puisse aller voir mon grand-père au début quand elle en avait la force. Et puis oui, effectivement, les photos, c'était les photos et les dessins des enfants, c'était permettre d'essayer de combler un vide du fait qu'on puisse pas les voir et puis que même parfois les coups de fil étaient un peu difficiles. Donc c'était pour leur dire que qu'ils avaient quand même construit une jolie famille et leur montrer de par les photos tous les gens qui comptaient pour eux. Dans la nuit du mardi au mercredi 1er avril, l'état de votre grand-mère s'aggrave. Elle décède 1 heure avant son mari. Et puis vous avez dû subir les strictes conditions des funérailles. Oui, tout à fait. On n'a effectivement pas pu du coup les revoir, absolument pas. On a retrouvé du coup simplement leur cercueil. On a eu de la chance que le père Bruno, prêtre de Sablé-sur-Sarthe, accepte de nous faire une cérémonie pour nous, la famille. C'était très important et qui nous a permis tout de même de leur faire un hommage et de pouvoir leur dire au revoir un peu plus que si on n'avait pas eu cette cérémonie. Et comment vivez-vous ce deuil particulier ? Étrangement, on a du mal à réaliser. Pour être tout à fait honnête, ça va très vite. Et puis comme on les a pas vus, c'est toujours le chemin du deuil n'est pas respecté. Donc c'est vrai que c'est aussi dans ce moment-là qu'on se rend compte que finalement on a besoin de toutes ces étapes dans le deuil pour faire son deuil correctement. On le vit aussi avec beaucoup de monde puisque il n'y a pas que nous, la famille, hein, qui avons été privés de pouvoir leur dire au revoir comme on l'aurait souhaité. Il y a également toute une communauté derrière d'amis et de rencontres qu'ils ont fait tout au long de leur vie et qui ont été très présents auprès de nous et qui nous ont envoyé beaucoup d'hommages. De Hennebui, vous écrivez joliment dans l'Obs, 2 vies fauchées, celle d'un homme et d'une femme qui ont été aimés. Peut-être que c'est tout simplement ça, une histoire extraordinaire. Oui, je le pense parce que je crois que voilà toutes ces bouts de vie qu'on récolte et qu'on tente de raconter, en fait, c'est ça qui fait l'extraordinaire de la vie, d'humanité dans sa beauté. Et moi, j'ai été très émue par tous les voilà, de parler avec Anaïs, de parler avec son père, ses frères, de sentir voilà tout ce que les huettes. En fait, c'était bizarre parce qu'à force de parler, je les ai jamais connus. J'avais l'impression de les connaître tellement leurs enfants et leurs petits-enfants en parlaient bien. Donc voilà, ils font aussi un petit peu partie le fait d'avoir raconté leur histoire, j'ai l'impression de les connaître. Cécile Guéret, votre regard sur cette belle histoire de couple? Oui, c'est vraiment une histoire qui est très belle, très bien écrite d'abord, et puis très très émouvante. Et je crois que ça nous rappelle effectivement, me semble-t-il, l'essentiel, qui est vraiment le sens de l'humain, du lien à l'autre. Vous parliez tout à l'heure du point qui est fait par le gouvernement tous les soirs sur le nombre de malades, le nombre de décès, le nombre pendant cette pandémie, et ça me semble justement assez symptomatique de ce que nous avons perdu
dans cette société, cette civilisation, même plus largement, qui est vraiment centrée à la fois sur la performance, sur le chiffre, sur la rentabilité à court terme. Et on voit bien comme, en fait, comment je pourrais dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on était dans une société qui nous a un peu tous prolétarisés, mais dans le sens où on a été déconnecté de notre savoir-faire, parce que donc c'est l'ouvrier qui est le savoir-faire de l'ouvrier transféré à la machine, mais même plus largement, nous tous, les médecins, les juges, les acteurs culturels, les chercheurs, en fait, parce qu'on était assujettis à ces normes, à ces protocoles extrêmement standardisés, on est dans un monde de chiffres et finalement on en oublie l'essentiel qui est le geste de l'infirmier pour rassurer le malade, celui de l'instituteur pour consoler l'enfant. En fait, tout ça, ça rentre pas dans les grilles d'évaluation. Et finalement, ce qui est très très beau dans cette histoire d'amour, c'est que ça nous montre à quel point l'essentiel, c'est la relation à l'autre. Cette relation à l'autre qui, quand elle est pleinement vécue, nous change en fait, nous affecte, nous imprime profondément et fait, comme disait très joliment Anaïs tout à l'heure, elle parlait du chemin de deuil. Je trouve que c'est une expression absolument magnifique parce que c'est vraiment comment est-ce qu'on peut imprimer la présence de l'autre en soi et vraiment être nourri un peu de ce supplément d'âme, de ce supplément d'humanité, garder l'autre avec soi quand bien même il a disparu, quand bien même il est parti. Merci beaucoup Anaïs Huette pour votre témoignage. Dans quelques instants, une belle histoire d'amour au temps du confinement. N'hésitez pas à nous raconter les choses extraordinaires qui vous sont arrivées au cours de ces 2 derniers mois. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Alexia Rivière, Julia Macarez, Denis Deras et Josépha Gourvenec m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée ce matin par Valérie Ayestaraï, avec l'aide de Claire Destacan. À la technique ce matin, Alexandre Chenet. Grand bien vous fasse sur France Inter. 9h34 et on s'intéresse à quelques histoires fortes survenues depuis le début du confinement avec la complicité de l'Obs qui paraît ce matin. Doane Buis, je rappelle que vous êtes grand reporter à l'Obs. Racontez-nous la belle histoire d'un couple tombé amoureux juste avant le confinement. Enfin, qui se sont rencontrés juste avant le confinement. Lui a 38 ans, il est sociologue, elle a 36 ans, elle est documentariste, et dans votre papier, vous les appelez Tristan et Iseux. Oui, j'ai eu envie de les appeler Tristan et Iseux parce qu'il y avait un côté très médiéval finalement dans leur idylle. Comme beaucoup, ils ont été séparés, ils se sont effectivement rencontrés juste avant le confinement, mais ils ne se sont pas embrassés. Ils se sont plus, mais ils ne se sont pas embrassés. Et donc ils sont tombés amoureux en parlant, en se téléphonant pendant ces 50 jours de confinement. Mais rappelons peut-être le début de leur histoire. Ils se rencontrent juste avant, ils se rencontrent en mars en fait, sur Tinder, comme beaucoup de personnes en ce moment. Ils se plaisent, mais voilà, il se passe rien après ce premier rendez-vous où ils se voient dans un bar à Paris et ils prévoient de se revoir. Ils prévoient de se revoir le 24 mars. Et puis évidemment, c'est la semaine où tous les plans commencent à tomber à l'eau, où on se rend compte que toute la vie d'avant ne va pas du tout être comme ce qu'on imaginait. Et leur rendez-vous du 24 tombe. Et en revanche, ils continuent à se parler. Mais alors au début, ils se parlent surtout par message, sur WhatsApp. En fait, c'est un peu la suite des correspondances amoureuses. Donc ça reste très très écrit. Lui demande de lui parler au téléphone et donc voilà, ils vont commencer à se parler au téléphone, à faire des visios, donc ça devient plus intime puisqu'il y a la voix et ça devient aussi un peu comme ces idylles d'adolescence où on passe toute la nuit au téléphone à penser à l'un et à l'autre puisqu'ils se sont déjà vus, ils savent à quoi ils ressemblent. Ils se sont vus. Ils se sont jamais embrassés. Exactement, ils se sont vus. Donc après ce café, ils prennent le métro, ils se quittent sans une bise ou un baiser. Et donc là, il y a cette attente là pendant 2 mois de ce contact charnel, peut-être pas sexuel, mais du moins l'attente du premier baiser. L'attente et du coup ils hurtent
me raconter. Bon, c'est pour ça que ça m'a beaucoup fait penser aussi à ce côté très très chaste des amours d'adolescence aussi, de s'imaginer le premier baiser, d'imaginer comment va se passer le premier baiser. Donc alors au départ, elle aurait beaucoup aimé que ça se passe dans un musée, mais évidemment il y aura pas de musée ouvert le 11 mai. Donc elle a eu cette phrase que j'aurais jamais pensé écrire dans une histoire d'amour qui est: on est obligé de s'adapter aux stratégies de déconfinement. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour qui ont été obligées de s'adapter aux stratégies de déconfinement, qui sont que voilà, il n'y aura pas de musée, il n'y aura pas de cinéma où ils auraient pu se rencontrer, se tourner autour un petit peu comme ça avant le premier baiser. Et ils ne savent même pas s'il y aura d'ailleurs des parcs. Donc en fait, elle même le cadre, elle n'est pas encore sûre de la forme qu'il aura. Donc du coup, ce qui laisse beaucoup de place à l'imagination sur le cadre de leur retrouvailles. Et vous rappelez la belle phrase de Romain Gary: aimer est une aventure sans carte ni compas, où seule la prudence égare. Et Cécile Guéry, je rappelle que vous êtes thérapeute. Ce couple a pris des risques? Oui, alors c'est une histoire absolument magnifique. Moi, je trouve que c'est vraiment splendide de lire leur histoire. En fait, ce qui est absolument, je trouve vraiment fabuleux, c'est comme ils ont pris effectivement le risque. Un petit peu forcé de fait par le confinement, mais en même temps ils l'ont vécu ici. Ils ont joué ce jeu-là d'une certaine façon, si je peux dire. Ils ont pris le risque de se rendre disponibles à ce qui était à l'œuvre entre eux, dans leur rencontre, dans leur relation, et de ce qui leur échappait. Ils ont pris aussi le risque de se laisser le temps, de prendre le temps du tâtonnement, de se découvrir progressivement, de l'intimité qui se construit un peu tranquillement, peu à peu, en fait, par petites touches. Et ça, je trouve que c'est vraiment magnifique parce que je crois, j'ai un doute, mais je crois qu'ils se sont au départ que leur premier contact c'était sur Tinder, il me semble, ou sur une appli comme ça. Et c'est vraiment intéressant parce que ça montre bien comme quand on peut sortir de ce que j'entends beaucoup dans mes consultations par les célibataires qui parlent de cette fatigue d'être dans un peu la frénésie de rencontre, et que quand on peut faire un pas de côté, quand on peut, même via les applications et les sites de rencontre, quand on peut prendre le temps de se laisser sentir ce qu'on vit dans la rencontre avec l'autre, de ce que la surprise que nous fait vivre cette rencontre, cet inattendu-là, mais non seulement de la rencontre, mais de ce qu'on découvre de l'autre, et aussi de ce que l'autre nous fait découvrir de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas avant, parce que forcément, l'autre nous change, il nous révèle une part de nous qu'on ne connaissait pas. Et bien comme en fait, finalement, c'est ça, là, il me semble-t-il, la véritable rencontre, c'est-à-dire le moment où on est affecté par l'autre et on rencontre l'autre comme une personne à part entière, un peu déshabillée des a priori, des certitudes, de toutes les attentes qu'on peut lui coller sur le dos d'habitude. Doan Buis, ce sont des convalescents de l'amour, vos Tristan et Iseux. Avec cette histoire, il badigeonne d'or un vase brisé pour le rafistoler, comme vous l'écrivez, et ça s'appelle Kintaru, c'est ça, en japonais? Kintaru, oui, voilà, c'est l'art de réparer des vases brisés en mettant de l'or. Donc je trouvais que par rapport à ce qu'il vivait, il y avait quelque chose de à la fois de très fragile et à la fois de très beau. Donc c'est cet or là qui a entre les failles. Et en plus, ce que je trouvais vraiment qui est très perturbant dans ce qu'on a vécu, c'est cette frontière entre le virtuel et le réel. On l'a tous vécu. Nos amis sont dans nos écrans, sur les petits carrés de Google Meet ou Google Hangout ou de Zoom ou de je ne sais quoi. Donc en fait, il y a ce truc de proximité et à la fois d'éloignement et de proximité. Et eux, c'est vrai que pendant ces 50 jours, ils ne se sont pas vus physiquement, mais quand même, en même temps, ils ont passé des heures et des heures au téléphone. Ils ont énormément échangé. Il y a cette intimité qui s'est créée, et c'est ce paradoxe finalement de l'extérieur, on pourrait se dire oui, voilà, ils ne se sont pas embrassés, c'est une relation virtuelle. Mais non, ce n'est pas une relation virtuelle, puisqu'il y a vraiment cette intimité qui s'est créée. Et donc, je trouve que ce qui s'est passé aussi, c'est pendant ces 50 jours, ça questionne ça. Ça questionne qu'est-ce qu'est le virtuel, qu'est-ce qu'est le réel, et qu'est-ce qu'on arrive aussi à tisser à travers ces écrans.
Dohan Buis, on n'a pas le temps d'évoquer une histoire assez tragique, d'histoire d'étudiants confinés dans la prestigieuse école de commerce HEC. Un drame s'est produit pendant le confinement. Dohan Buis, en quelques mots, Ayan Kumarsoni, un étudiant de 23 ans qui a sauté de son balcon dans la nuit du 6 au 7 avril. Il avait rejoint le campus en septembre dernier et ça a perturbé les étudiants confinés, strictement confinés sur le campus d'HEC. Oui, on a eu envie de raconter cette histoire que David Debailly raconte, parce qu'évidemment, il y a une symbolique très forte, le bel HEC, voilà, qui représente ce monde mondialisé du capitalisme qui vacille sur ses bases avec cette pandémie. Et qui très concrètement, voilà, a connu le suicide d'un étudiant au début du confinement, et les étudiants qui sont aujourd'hui là dans ce campus est assez isolé. Il a joué en Josas, donc il est un petit peu coupé du monde. Il est à la fois très très beau dans une forêt, donc dans un cadre avec un lac, donc il y a à la fois un cadre totalement enchanteur et en même temps, vu les circonstances, là ils sont totalement enfermés dans ce décor. De ce très beau décor avec des vigiles qui tournent autour et enfermés dans leur résidence universitaire. Donc c'est cette espèce de contraste entre le lieu et aussi effectivement un monde, leur monde qui vacille et leur certitude qui vacille. Merci beaucoup Dohan Buis, merci Cécile Guéret. Ces histoires et bien d'autres sont à lire dans l'Obs, en kiosque ou en version numérique. Merci. France Inter. Grand bien vous fasse.